En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento. Hello, I'm Patrick Barnard. Welcome to the 83rd edition of the Pimento Report. Today we're going to cross Montreal, go over to the plateau, and get a kind of lesson about permaculture. The person who is going to tell us about permaculture is this man, Nikolaos Grispolakis, a teacher of physics at Montreal's Dawson College. He and others in his neighborhood have very creatively brought back to life a piece of public space near the intersection of Park Avenue and Duluth Street in Montreal. Bonjour, ici Patrick Barnard. Bienvenue à la 83e édition du Piment. Aujourd'hui, on va traverser la ville de Montréal, visiter le plateau pour voir la permaculture. Ce monsieur, Nikolaos Grispolakis, qui enseigne la physique au Collège Dawson à Montréal, va nous expliquer la permaculture. Aussi, aujourd'hui, il va recevoir une délégation belge choisie par l'Office de la jeunesse internationale, justement pour visiter le Québec. Ils vont visiter ce petit jardin. C'est une délégation composée des gens qui ont une expertise dans l'agriculture urbaine. Mais ici, c'est l'espace public, mais aussi on a fait... Nick parle avec la délégation belge amenée par Nancy Vallée, qui travaille avec le mouvement Incroyable Comestible ici à Montréal. À propos, cette vidéo que vous allez voir sera en français et en anglais, mais pas de sous-titres, soyez patients s'il vous plaît. This video will be in French and English, no subtitles, so be patient please. Here you see Nick with the Belgian delegation of people, all of whom specialize in urban agriculture in one way or another. They're listening to his story of reclaimed public space there near the corner of Park Avenue and Duluth in Montreal. Nick, here we are in front of the garden. Tell us a little bit about its history in the last decade or so. So, 10 years ago exactly, actually, there was a program with a city and an organization which was called Tour de Sol back then, and they established this composting site, because back then the composting, if it was happening in centralized places outside, and they thought that it would be better to bring it closer to the neighborhood. It would be much cheaper, which is true. So they started doing composting here. The thing was that people, in order to use these facilities, they had to give a small fee. So it did work for a few years, but then a few years ago, 3 years ago, if I'm not mistaken, they ran out of funds because it was funded, like the people who were working here were actually paid. So they ran out of funds, so they closed it down. And the city, even if the equipment is pretty expensive, there's $30,000 to $50,000 per composter. The city didn't really do anything with it. It was abandoned. Did the composters remain here? That expensive equipment remained here? It remained here. Wow, abandoned. Abandoned. And it was really rotting, literally, and it had become, because it's an enclosed space, at least this part, people usually find enclosed spaces easy to use as dump. So basically it had become a garbage dump. I was passing by because I live in the neighborhood, and I would see the garbage piling up. It was of course full of weeds, which is okay, but it was full of garbage, like all kinds of things. One day I jumped in and because I couldn't see it like that, and then there was a call, some friends came, and then there was a call, and 35 people came by on a Saturday, last May, and we spent the whole day cleaning up. We removed really a lot of garbage and other stuff, dangerous garbage. But did you liaise with the authorities of the plateau
when you were doing this, or did you No. do it first and then tell them about it? Actually, personally, it just happened that it was a day where the Plateau municipality was giving away some plants, because they do that every May. And that day, I went and I told one of the municipal councillors what we're about to do, and we were told that we have to go through the city, etc. And I said, well, there is garbage, we're going to clean it up. I don't think we need authorization for that. So we came, we cleaned up, and then people, like completely in an improvised way, let's say improvised fashion, they start, because it is a perfect spot for planting things, to make it beautiful, first of all, and then useful and useful. So you've just done it. You haven't sought approval and you haven't sought subsequent approval either. It's just spontaneous. Well, it was spontaneous, and then people, because that's what happens, I believe, when people see that there is a space that is, something is happening, people have this need of participating, they have the need of creating, and they have the need of being close to the earth. I haven't been as involved as Nicolas, who just spoke, but in the beginning of the season I planted a few tomato plants and squash plants. I had a lot of squash plants. What does this little project represent for you in terms of, let's say, the city or living in the city? Does it have a kind of meaning for you? I think just the way that as a citizen, I mean, I think space and place is very important for me. I studied geography and we talked a lot about that. And just feeling that somewhere kind of belongs to you and you care about it. And I think that's really important in terms of feeling at home in a city and a sense of community. So I think just being able to do something that you care about and that you think is positively benefiting the society and the community, and it makes it, you feel like it's a bit more yours in a way, and you belong there a bit more, and so I think this project kind of does that. I mean, you go and you spend a lot of time and you plant and you take care of it and you watch it grow and you watch it feed people, and that's nice. Once you come and you make something out of it, then people get sensitive, and they say, well, for example, the city, even if they hadn't done anything for a couple of years, after a few months of seeing that this space is used, they came in and they said, oh, you cannot do that. And of course there's no real argument, let's say, for them to say that, apart from, we cannot allow this to happen because then it can happen anywhere. But they could allow garbage dump to happen. That they could allow. This can happen everywhere. Excuse me? Has that issue been resolved? Let's say... do they now accept what has happened? Okay, let's say that they tolerate for this year. We have to discuss what's going to happen later. Our vision, and when I say our, I mean people who participate without talking on their behalf. But let's say in my vision, and many other people share that apparently, is that this space, as you can see here, again, I live next door, so I see how this space is used, is almost completely dead. Mais c'est le premier été où je fais un peu plus de jardinage. Souvent les étés, je suis en voyage quelque part, j'ai jamais assez de temps pour planter des choses et pour les soutenir. Alors pour moi ce projet c'est pas mal une expérience où j'apprends beaucoup. Nicolas il m'a appris beaucoup cet été, juste déjà quelles sont les plantes, comment les planter, comment soigner les plantes, voir comment ça pousse et comment ça marche. C'est une grande expérience pour moi, j'aime ça beaucoup. Je trouve ça très important de savoir un peu comment faire pousser ton propre nourriture. Alors de pouvoir faire ça, je trouve ça excellent. Et bon, je suis toujours très débutant, j'ai beaucoup à apprendre, mais ça vient petit à petit et ça me plaît beaucoup. C'était une place abandonnée. Il y a un an, vous et quelques amis ont commencé quelque chose. Il y a juste 3 mois, c'était le mai passé. Alors c'est très récent. C'est très récent. On est venu ici, on a fait un appel à Facebook. Alors 35 personnes que moi je ne connais pas, je connais juste 5 personnes. Et ils sont venus ici et ils ont nettoyé toutes les ordures qui étaient partout. Et ils ont commencé à planter, ils ont commencé à changer
tout cet espace. Et juste dans quelques semaines, cet espace était transformé, c'était avant juste la poubelle, et c'était transformé dans un espace communautaire où les gens, chaque fois que moi je passe, je vois quelque chose de nouveau. Vous avez appris quelque chose en faisant ce petit projet. C'est pas tellement petit. Est-ce qu'il y a des autres comme vous? Oui, je suis sûre. Mais déjà, avec un autre de mes amis, Raphaël, je pense que lui aussi, c'est peut-être pas son premier été, mais c'est son premier été pour faire quelque chose aussi large. Et je pense qu'on n'apprend pas juste comment faire pousser des légumes, mais aussi comment réagir dans une communauté. Comme qu'est-ce qu'on a fait, c'est pas forcément toujours dans une façon qui marche avec la ville, mais à la fois la ville veut que la communauté fait des choses pour bénéficier de la communauté. Alors on trouve aussi des façons de marcher avec la ville, on trouve des façons de communiquer avec des gens, d'amener des gens faire des projets. Alors je pense que tout ça dans une plus grande échelle, on apprend ça aussi. Moi je m'appelle Nicolas Verreken. Ok. Vous êtes de Bruxelles? Je suis de la campagne mais je travaille à Bruxelles. Ok. Alors, c'est quoi le voyage qu'on fait maintenant? Vous êtes un groupe de personnes, c'est impressionnant. Vous visitez ce coin de Montréal. Est-ce que ça fait partie d'un projet spécial? Oui, alors on fait partie d'une délégation qui a été choisie par l'Office de la jeunesse internationale, donc qui fait des collaborations particulières avec le Québec. Et on a été choisi pour une mission thématique sur l'agriculture urbaine. Donc on est nous-mêmes relativement impliqués au niveau professionnel pour travailler sur l'agriculture urbaine. Et l'idée c'est de venir ici pour découvrir un peu l'éventail des perspectives et l'éventail des actions qui sont menées dans le cadre de l'activité d'agriculture urbaine. Est-ce que vous pratiquez l'agriculture urbaine chez vous? Moi je ne pratique pas chez moi parce que je vis à la campagne, on a un petit potager avec des poules, etc. Mais j'ai une chaire d'agroécologie à l'université, donc je suis professeur à l'université et j'enseigne notamment l'agriculture urbaine à des étudiants en master. Et donc c'est aussi l'occasion de pouvoir leur illustrer différentes actions qui se font ailleurs. Comme je suis aussi photographe, je fais aussi pas mal de reportages et donc ça me permet d'illustrer mes cours avec des actions concrètes, réelles sur le terrain. Permaculture comes first of all from permanent culture, and culture is not only cultivating food or cultivating plants, but it's cultivating our social relationships, our community, cultivating ourselves, our knowledge, our culture. So in this case, for example, you have seen, as we have already given examples, of people creating a community. People that didn't know each other, they came together, they passed by, we get to know each other, we exchange knowledge. People have created art here. They use the space to do workshops, yoga, other activities. There are other principles like the raised beds that we have created that basically mimic, let's say, nature. We just observe nature and we try to mimic it, but for our own interest. We see specific kinds of plants growing together better, so we encourage them to grow together because they help each other. And so these are a few of the principles of permaculture that we have applied here. Est-ce que c'est une histoire qui a des échos pour vous, des résonances? Oui, tout à fait. On voit aussi à l'échelle de Bruxelles, mais aussi dans d'autres villes, que les gens commencent à se réapproprier certains espaces en ville, avec toute une série de fonctions. Ça a des fonctions sociales, des fonctions environnementales aussi, et puis des fonctions de production. On a toute une mosaïque socio-économique et culturelle à Bruxelles aussi, avec certaines personnes qui ont réellement des objectifs de production au niveau des différentes parcelles d'agriculture urbaine. Et donc c'est vraiment des initiatives qui remplissent toute une série de fonctions et donc qui répondent à toute une série de challenges sociétaux qui touchent tout le monde au quotidien. So when this is created and it's open, and even the design, how it's designed so that it serves people's needs. You know, it's not, as you see, it's not everywhere that we have planted because we need a space for people to do other things, and you need a central spot where people gather, for example. So there are many aspects that are applied here. Mais je pense que tout au cours de l'histoire, on a toujours eu une agriculture qui était assez urbaine. Donc, quand on regarde au niveau historique, vous regardez des jardins de l'Antiquité, des jardins médiévaux, et puis des jardins ouvriers, etc. On a toujours gardé plus ou moins cette production dans la ville, mais avec toute la révolution industrielle, on a repoussé
l'activité de production alimentaire de plus en plus en dehors des villes, donc d'abord dans le périurbain et puis vraiment à la campagne. Et aujourd'hui, il y a un peu un mouvement qui s'inverse, c'est-à-dire qu'on essaye de faire revenir justement ces parcelles de production alimentaire dans les villes ou à proximité des villes, parce que les villes abritent de plus en plus de gens et parce que les gens sont de plus en plus déconnectés de leur alimentation, donc c'est important de les... Et ce mouvement-là, est-ce que ça se voit en Belgique depuis 10 ans ou est-ce qu'on peut marquer un point historique où ça a commencé à... C'est très difficile d'avoir vraiment un point historique parce que par exemple à Bruxelles on a beaucoup de jardins ouvriers aussi. Donc il y a beaucoup de jardins qui sont hérités de la révolution industrielle et puis de la première guerre, de la deuxième guerre mondiale qui existent encore aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu un regain d'intérêt aussi plus récemment parce qu'il y a de plus en plus de support de la part des pouvoirs publics. Donc les pouvoirs publics encouragent ce genre d'initiative-là et donc il y a un peu un regain d'intérêt mais il n'y a pas vraiment une fracture, c'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène nouveau. Okay. Que ce soit chez nous ou ici, ça a toujours existé mais ça prend différentes formes au cours du temps. Et donc on voit aujourd'hui des initiatives un petit peu différentes qui se profilent et qui se mettent en place de plus en plus et ça commence à interpeller de plus en plus de gens, notamment parce qu'on accentue justement toutes les fonctions éducatives qui y sont liées. Donc pour les enfants par exemple c'est hyper important ou pour des personnes qui n'ont jamais l'occasion de sortir du milieu urbain, c'est extrêmement important. Nancy Vallée, vous êtes avec quel groupe encore, vous m'avez dit là? Un mouvement en fait, c'est le mouvement des incroyables comestibles. C'est un mouvement dont l'objectif est de se réapproprier l'espace public et puis de rendre accessible des fruits, des légumes, des fines herbes à partager, puis que ce soit gratuit pour tous. Notre objectif, c'est vraiment de créer des liens à travers ça, puis de redécouvrir le partage, de stimuler les connaissances et de reconnecter les gens avec l'origine de la nourriture. Un site comme celui-ci, c'est important parce que ça va un petit peu plus loin. Ça pousse plus loin l'idée de la réappropriation de l'espace. Quand vous voyez un tel projet, comme ce petit projet ici, qui vient du quartier, quelles sont vos pensées? Moi, je trouve que c'est extrêmement positif et c'est extrêmement interpellant. Avec toute la délégation belge, on est allé cueillir des fruits l'autre jour en plein centre-ville et on voyait plein de voitures qui s'arrêtaient, plein de personnes qui posaient des questions pour savoir ce qu'on faisait. Donc ça a un pouvoir d'interpellation du public qui est extrêmement important. C'est vrai que voir des grandes surfaces qui sont tondues comme ça, comme ici autour de nous, c'est relativement monotone au niveau de l'œil. Et donc voir ces espèces d'hétérogénéité, ces espèces de mosaïques comme ça qui naissent par-ci par-là, ça a un fort pouvoir d'attraction pour les gens parce que justement c'est beau aussi, c'est aussi joli, donc c'est aussi un agrément. Donc c'est une des fonctions supplémentaires qui sont remplies par ces actions. Comme je vous dis, ça pousse plus loin l'idée de partage, le contact des gens avec leur nourriture, l'accessibilité et c'est important parce que c'est sur l'espace public et donc ça crée une rencontre, ça crée des échanges. Peut-être c'est une occasion d'éduquer les politiciens? Ah oui, il y a quand Pourquoi même... pas? Oui, absolument. Une possibilité de dialogue? Oui, absolument. Oh, oui, une possibilité de dialogue, très certainement, et puis une nécessité aussi. Pensez-vous, comme spécialiste, qu'une ville écologique est vraiment possible? Moi, je pense qu'elle est non seulement possible, mais elle est en plus obligatoire. Je pense qu'on a parfois été trop loin au niveau de la minéralisation des villes. Et le fait d'entretenir ce caractère environnemental dans les villes, ça permet de remplir toute une série de fonctions. Tous ces services écosystémiques dont on parle beaucoup, ils sont remplis par cette mosaïque environnementale dans les milieux urbains. Il y a plein d'études sociologiques, économiques qui montrent que des environnements plus verts, des environnements plus végétalisés, entre autres, sont des environnements dans lesquels on a toute une série de fonctions sociétales qui sont mieux remplies que dans des milieux qui sont complètement bétonnés, par exemple. Donc c'est vraiment l'avenir des villes. Ce sont des villes vertes qui doivent se développer beaucoup plus. There are people in the city and in the Ministry of Culture that they say that this is a heritage site, and we agree. Absolutely, it is a heritage site because Jeanne Mans, her vision was to create an urban orchard and where they produce food and they feed the people in need. And this is basically on the other side of the wall, the continuation of that vision. So we're continuing the heritage. We're not violating it by doing what we're doing over here. En el centro de la pampa vive un pimiento